Dans cette deuxième vidéo hors série, nous allons aborder un sujet important, qui est celui de l'oscillateur harmonique quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? En quoi est-ce que c'est important? Pourquoi passer du temps à étudier une chose qui a l'air aussi compliquée? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre pour commencer. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons étudier l'oscillateur harmonique classique, parce que c'est un prérequis indispensable. Comme toujours, nous essaierons de le faire avec le moins possible de mathématiques. On regardera les équations, on essaiera de comprendre de quoi elles parlent, mais on ne va certainement pas essayer de les démontrer, ni même de les utiliser dans des calculs. Dans un temps suivant, nous passerons à la version quantique de l'oscillateur harmonique. On ne repartira pas de zéro, on va s'appuyer sur ce que nous avons appris jusqu'ici. En particulier, si vous n'avez aucune idée de ce que peut être une fonction d'onde, eh bien, je vous conseille de consulter cette vidéo avant d'aller plus loin, et vous trouverez le lien, comme d'habitude, dans la description ci-dessous. Et, comme précédemment, on s'appuiera souvent sur des contenus libres, notamment ceux de Wikipédia. Alors j'en profite pour signaler que je publie mes propres contenus sous la même licence libre, c'est-à-dire que si vous voulez les réutiliser en tout ou partie, vous êtes parfaitement libre de le faire, à la seule condition bien sûr de respecter les termes de la licence Creative Commons, c'est-à-dire en mentionnant clairement leur origine. Si vous consultez un cours de mécanique quantique, vous repérerez sans doute assez vite que le premier exemple vraiment concret, je dirais calculatoire, qui est présenté dans ce cours, est celui de l'oscillateur harmonique quantique. C'est aussi d'ailleurs avec cette étude que se terminent beaucoup de cours de première année. Et voici pourquoi. En mécanique classique déjà, l'oscillateur harmonique classique, qui n'est donc pas encore quantique, est l'un des premiers sujets d'étude. Sous ce vocabulaire technique se trouve une modélisation mathématique qui permet l'étude d'un très grand nombre de situations physiques. En fait, quasiment toutes celles dans lesquelles quelque chose oscille en faisant des petits mouvements autour d'un point d'équilibre. Ça peut être quelque chose qui bouge en faisant des petits mouvements attachés à un ressort, comme ici, ou bien un pendule qui oscille, ou encore une bille qui oscille en faisant des petits mouvements au fond d'une cuvette. Ce genre de choses, très différentes à première vue, mais qui ont en commun d'être des oscillations de petite taille autour d'un point d'équilibre, se traitent avec le même genre de formules mathématiques. Mais pourquoi ces oscillations doivent être de petite taille? Eh bien parce que si les mouvements deviennent grands, il va falloir plus de précision et des modèles plus compliqués. Le modèle de l'oscillateur harmonique donne de très bons résultats pour les petits mouvements, mais ces résultats ne sont qu'approximatifs. Pour modéliser les grands mouvements, ça ne suffit plus, on va y revenir dans un instant. En mécanique quantique, nous allons retrouver le même genre de situation. Dans un atome d'hydrogène, par exemple, la distance entre l'électron et le proton, auquel il est en quelque sorte attaché, pourrait être assimilée à première vue à la distance entre deux billes attachées par un ressort et qui tourneraient l'une autour de l'autre. On s'attend donc à observer un peu le même genre de mouvement que ceux qui sont décrits par l'oscillateur harmonique, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voyait les choses au tout début de la physique atomique. Sauf que nous sommes en mécanique quantique maintenant. Et les objets quantiques, comme nous l'avons appris dans les vidéos précédentes, n'ont plus des états bien définis, mais des superpositions d'états. En ce qui concerne la distance entre l'électron et son proton, par exemple, eh bien cette distance n'aura pas une seule valeur, mais une superposition de plusieurs valeurs.
On a déjà étudié tout ça dans les vidéos précédentes et on commence à bien le comprendre. On aura par exemple 70% de chances de trouver l'électron dans une certaine zone, et puis 29% de chances de le trouver dans une autre zone, et disons 1% de chances de le trouver encore plus loin. L'équation qui va décrire cette distance s'écrira alors comme ceci: psi égale alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3, où E1, E2 et E3 sont trois états différents possibles, et les nombres alpha, bêta et gamma sont des nombres complexes, l'état psi étant la superposition, la combinaison linéaire de tous ces états. Ces nombres complexes sont des arguments, comme disent les mathématiciens, ou des phases, pour prendre le vocabulaire des physiciens, autrement dit des angles, qui font qu'ils vont interférer entre eux pour produire des zones de probabilité beaucoup plus compliquées, comme nous l'avons déjà vu. Ceci est donc un autre exemple de ce phénomène d'interférence entre les amplitudes de probabilité. Ce schéma représente les zones où on peut trouver l'électron d'un atome d'hydrogène. Les zones coloriées sont celles où la probabilité de présence est maximale, et les couleurs représentent les phases des nombres complexes. Et ce sont les interférences entre les amplitudes de probabilité qui produisent toute cette complexité. Et encore, ceci-là n'est qu'un seul des états possibles pour l'énergie de l'électron. Il faudrait encore le mélanger avec d'autres possibilités. Nous avons déjà étudié les principes de tout ceci dans les vidéos précédentes. Maintenant, nous commençons à voir comment ces principes de base que nous avons étudiés s'appliquent dans des situations physiques plus compliquées. Alors j'en profite pour insister sur une chose importante. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il ne s'agit pas de probabilité ordinaire, comme lorsque quelque chose est bien défini, mais que nous ne savons pas encore, nous, quelle est sa valeur. Dans un état de superposition quantique, les probabilités sont intrinsèques. Autrement dit, la nature elle-même, pourrait-on dire, ne sait pas à l'avance lequel des résultats possibles vous allez obtenir. C'est du moins de cette manière que la très grande majorité des physiciens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle de l'école de Copenhague, voient les choses. Pour le dire encore autrement, tout porte à croire qu'au niveau fondamental, la nature joue au dé. Ce qu'Einstein se refusait à accepter. Einstein était spinozien, pour lui Dieu et la nature, Deus sive natura, Dieu et la nature c'était la même chose, et Einstein refusait l'idée que Dieu ou la nature puissent jouer au dé. Si ce fonctionnement de la nature vous semble mystérieux, je vous rassure, ça semble mystérieux à tout le monde et aux scientifiques aussi. En revanche, si vous ne comprenez rien du tout de ce que je viens de dire, je vous invite à consulter mes vidéos précédentes avant de revenir ici, parce qu'il faut vraiment que ces concepts soient clairs pour vous avant d'attaquer la suite. L'oscillateur harmonique quantique est le premier exemple d'application pratique auquel se confrontent les étudiants, mais ils ne l'abordent que lorsqu'ils ont fini, justement, d'étudier les fondamentaux du sujet. Pour terminer cette présentation rapide, il y a deux autres choses que je trouve passionnantes dans l'étude de l'oscillateur harmonique quantique. La première, c'est de comprendre comment une combinaison d'états dits stationnaires peut donner naissance à un état qui, lui, ne l'est pas stationnaire. Alors, ça n'est pas spécialement un phénomène quantique, ça se passe aussi avec des ondes classiques. Mais je trouve ça particulièrement intéressant dans le cas quantique, parce que ça nous permet de commencer à comprendre comment on passe du comportement des particules, des ondes et des champs quantiques, dont nous n'avons aucune intuition possible, au comportement des objets usuels, c'est-à-dire ceux qui sont à notre taille. Et la seconde chose que je trouve passionnante, c'est de commencer à comprendre certains mystères qui sont liés à l'énergie au niveau quantique. Notamment pourquoi une particule dans une boîte ne peut pas avoir une énergie nulle, ni non plus n'importe quelle quantité d'énergie. L'article de Wikipédia sur ce sujet est fort bien fait. Il est un petit peu technique, mais fort bien fait. Alors, plutôt que de réinventer la poudre,
Je vous propose qu'on le consulte ensemble. C'est l'avantage des licences libres, Creative Commons, dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on peut faire ça sans violer les droits de ses auteurs. Les articles de Wikipédia commencent toujours par un résumé introductif. Alors, regardons ce que dit celui-ci. Il nous dit « Un oscillateur harmonique est un oscillateur idéal ». Qu'est-ce que ça veut dire idéal ? Bien sûr, ça veut dire qu'il n'a aucun défaut, ce qui ne correspond pas à des choses réelles. Si on prend un vrai pendule, par exemple, ça voudrait dire que son fil est parfaitement rigide, absolument pas élastique. Ce genre de choses, on sait que ça n'existe pas. Un oscillateur idéal dont l'évolution au cours du temps est décrite par une fonction sinusoïdale. Alors, sinusoïdale, ça veut dire que ça ressemble à une fonction sinus. Autrement dit, on le verra dans quelques instants, une fonction qui ressemble à ceci, ou bien à ceci. Une fonction sinusoïdale dont la fréquence ne dépend que des caractéristiques du système et dont l'amplitude est constante. La fréquence, c'est la vitesse avec laquelle la valeur de cette fonction change avec le temps. Plus la fréquence est élevée, plus la fonction change vite. Cette fréquence ne dépend que des caractéristiques du système. Autrement dit, par exemple, la longueur de la corde, s'il y a une corde, ou bien la rigidité du ressort, s'il y a un ressort. L'amplitude, elle, à la différence de la fréquence, va rester toujours la même. Autrement dit, si c'est une bille au bout d'un ressort, ou bien au bout d'une corde, la distance maximale dont elle va s'écarter de la position d'équilibre restera toujours la même. Alors bien sûr, dans la vraie vie, ça n'arrivera pas. La bille finira toujours par s'éloigner de moins en moins de sa position d'équilibre, jusqu'à s'arrêter de bouger au bout d'un certain temps. C'est en particulier pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un oscillateur idéal. Il modélise des situations idéales dans lesquelles il n'y a pas de frottement et où on se retrouve avec une sorte de mouvement perpétuel. Mais on sait bien que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ce modèle mathématique décrit l'évolution de n'importe quel système physique au voisinage d'une position d'équilibre stable. Bon, ça, on vient d'en parler. Ce qui en fait un outil transversal, utilisé dans de nombreux domaines, la mécanique, l'électricité, l'électronique, l'optique, et il néglige les forces dissipatives, le frottement par exemple, ça aussi on vient tout juste d'en parler. Dans la pratique, pour que l'amplitude de l'oscillation reste constante, il faut entretenir les oscillations en fournissant de l'énergie. Ceci est intéressant, tant qu'on parvient à compenser exactement l'énergie qui est perdue dans les frottements, notre modèle mathématique continue à très bien décrire l'évolution du système au cours du temps. Alors voici un premier exemple d'un tel oscillateur harmonique. Une masse qui oscille au bout d'un ressort. Si on l'écarte un peu de sa position d'équilibre avant de la relâcher, on constate qu'elle se met à osciller autour de cette position d'équilibre. Et si on néglige les frottements, c'est-à-dire à condition de ne pas attendre trop longtemps, on constate aussi que d'une oscillation à l'autre, on conserve la même amplitude. Continuons maintenant notre lecture. Les petites oscillations sont purement sinusoïdales. On a vu rapidement tout à l'heure ce que ça veut dire que sinusoïdal, on y reviendra bientôt, mais c'est une approximation. Elles ne sont purement sinusoïdales que pour de petites oscillations. Ça aussi, on y reviendra dans un instant. Ce concept de pulsation est important. Il s'agit tout simplement d'une autre manière de parler de la fréquence que nous avons évoquée tout à l'heure. C'est lié au fait qu'en physique, on exprime les angles en radians, comme on en a parlé dans une vidéo précédente. Pour que les fonctions sinus donnent les bons résultats sur nos calculettes ou nos ordinateurs, il faut exprimer les angles en radians par seconde et pas en tours par seconde. Les fréquences, ce sont des tours ou des cycles par seconde. Et un tour, c'est 2π radians, par définition du radian. Pour convertir les fréquences en pulsations, il suffit donc de les multiplier par 2π. La fréquence et la pulsation, c'est
bien la même idée. C'est seulement l'unité de mesure qui change, et ça explique aussi, en grande partie, c'est pas la seule raison, pourquoi on va trouver si souvent des 2π dans les équations de physique quantique. Alors, nous n'allons pas étudier cette équation. Disons simplement que c'est une équation différentielle. On a parlé de ça dans la vidéo sur l'équation de Schrödinger. Je ne vais pas y revenir ici. La solution d'une équation différentielle, nous le savons, c'est une autre équation. La voici. Elle s'appelle l'équation horaire. C'est l'équation horaire qui va nous permettre de calculer la position de la bille en fonction du temps. Regardons-la de plus près. Xm représente l'amplitude. On dirait en langage courant l'amplitude maximale de l'oscillation. M signifie d'ailleurs maximale. Si rien ne vient freiner la bille, elle restera toujours la même, cette amplitude maximale, au fil du temps. On ne va pas s'attarder sur ce facteur dans l'équation. Vous savez peut-être déjà de quoi il s'agit, sinon c'est pas très important, car ce facteur, la phase à l'origine, on peut toujours s'arranger pour le mettre à 0 en faisant partir un peu en avance notre chronomètre, celui avec lequel on mesure les temps. Et voici le morceau le plus important de l'équation. On y retrouve notre pulsation, oméga. Plus la pulsation sera grande, plus les oscillations seront rapides. Si la pulsation double, le facteur oméga t sera doublé, et ça voudra dire que notre système oscillera 2 fois plus vite pour chaque période de temps donné t. Notons au passage que si on calcule ici avec un cosinus, alors qu'on a parlé tout à l'heure de fonctions sinusoïdales, ça ne change pas grand-chose. Comme vous le savez peut-être, les deux fonctions, la fonction sinus et la fonction cosinus, ont la même forme, elles sont juste décalées l'une par rapport à l'autre, et là aussi, il suffirait de décaler un peu notre chronomètre pour passer de l'une à l'autre. Et voici maintenant la fonction sinusoïdale dont nous parlons depuis le début. Ici, la bille est à sa position d'équilibre. Un instant plus tard, elle est au maximum vers le haut, puis elle repasse au point d'équilibre, avant d'arriver au maximum vers le bas, et ainsi de suite. Voilà ce qu'est le mouvement sinusoïdal, que cette équation permet de calculer avec une grande précision. Nous allons maintenant aller un peu plus loin avec un autre exemple qui est celui du pendule. Regardons cette vidéo. Ralentissons maintenant un peu le mouvement pour mieux voir. À gauche, nous voyons les mouvements du pendule, c'est-à-dire de l'objet physique réel. À droite, nous avons une représentation abstraite, une modélisation de ce mouvement. Dans le cas de la physique classique, on comprend du premier coup d'œil la différence entre les deux. Tout le monde a déjà vu un pendule réel. Il suffit donc d'expliquer la modélisation, la représentation abstraite, et c'est ce que nous allons faire dans un instant. Mais la grande différence tout à l'heure, quand on parlera du cas quantique, c'est que nous aurons toujours une représentation abstraite, mais que nous n'aurons plus aucun accès à la chose en soi, comme diraient les philosophes. Nous n'avons aucune perception directe des particules quantiques. Nous ne pouvons que constater leurs effets et les modéliser avec des modèles mathématiques abstraits comme celui de droite. Mais revenons tout de suite donc à notre pendule classique. Au début, le pendule est à gauche, à la position moins 4 cm, et sa vitesse, on peut la lire sur l'axe vertical, elle est de 0. On le lâche. Un instant plus tard, sa position est de 1 cm à gauche du point d'équilibre, qu'on va noter moins 1, et sa vitesse approche le maximum, les 12 cm par seconde, qu'on note 12. Lorsqu'il arrive sur le point d'équilibre, le 0 de notre échelle, sa vitesse est maximale vers la droite, plus 12 cm par seconde. Un peu plus tard, il sera presque au maximum sur la droite, et sa vitesse sera ralentie pour redescendre presque à 0. Il passera par la suite de nouveau par le point d'équilibre,
donc le zéro de l'échelle des positions, mais cette fois-ci avec une vitesse maximale vers la gauche, qu'on va noter moins 12 cm par seconde pour bien faire la différence entre les vitesses vers la gauche et les vitesses vers la droite. Et puis bien sûr, un peu plus tard, le cycle va recommencer. On appelle ce genre de représentation abstraite, qui représente sur un même graphique la vitesse et la position, on appelle ça un portrait de phase. Vous trouverez un autre exemple d'un tel portrait de phase dans l'article de Wikipédia. Pour en terminer avec l'oscillateur harmonique classique, je voudrais vous montrer rapidement ce qui se passe si on ne simplifie plus les calculs. Si on ne les simplifie plus, on parle alors d'oscillateur anharmonique, non harmonique, anharmonique. Autrement dit, des oscillateurs qui ne sont plus idéaux et harmoniques, mais bien réels avec des mouvements qui ne sont plus nécessairement des petites oscillations. Et la conséquence est que les calculs peuvent devenir terriblement compliqués. Et du coup, les portraits de phase se compliquent aussi. Alors si le cœur vous en dit et que les maths ne vous effrayent pas, vous pouvez par exemple consulter cette vidéo qui vous en apprendra plus. Mais je crois que cette situation éclaire un problème philosophique aussi. La philosophie des sciences s'est souvent posé la question de ce qu'un prix Nobel de physique, Eugène Wigner, avait appelé la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles, dans un article depuis devenu célèbre. Et cette question est souvent posée lorsqu'il s'agit de physique. Est-ce que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, comme le disait de son côté Galilée, ou bien est-ce que les mathématiques ne sont qu'un outil qui nous sert à essayer de calculer approximativement ce qui va se passer dans les phénomènes physiques? Eh bien, l'étude du pendule classique me semble être un bon support de réflexion pour étudier cette question. À première vue, il peut sembler incroyable qu'on puisse décrire autant de phénomènes différents avec un modèle mathématique aussi simple que celui de l'oscillateur harmonique. Et puis, quand on regarde de plus près, si on veut modéliser avec précision les phénomènes réels, on se rend compte qu'on est obligé d'inventer des mathématiques qui sont parfois vraiment très compliquées pour le faire. Alors, est-ce que Galilée, Wigner et d'autres avaient raison sur ce point ? Bien, je vous laisse vous faire votre propre opinion, parce qu'il est temps maintenant de passer à la version quantique de l'oscillateur harmonique. Après toute cette préparation, nous voici arrivés au cœur de notre sujet. Pour l'essentiel, le résumé introductif de l'article Wikipédia reprend des choses que nous venons de voir. Je vous invite à y revenir plus tard directement sur Wikipédia. Vous avez maintenant suffisamment de connaissances, je pense, pour tout comprendre, au moins dans les grandes lignes. À l'exception peut-être de ceci, dont on va reparler dans un instant. Alors comme précédemment, on ne va pas vraiment étudier la partie mathématique du sujet, d'autant moins qu'elle devient vite vraiment compliquée et largement au-dessus de ce que peuvent calculer de simples amateurs comme nous. On va plutôt regarder l'article globalement afin de voir comment il s'organise. Comme nous venons de le faire, cet article commence par rappeler les principes de l'oscillateur classique à une dimension. Pourquoi une dimension ? Parce que c'est le cas où une seule chose varie, comme par exemple la position d'une bille qui bouge le long d'une ligne. Une fois qu'on sait résoudre le problème pour une dimension, les mathématiciens ont les outils qui vont bien pour généraliser à plus de dimensions, par exemple dans le cas d'une particule qui bougerait sur une surface ou dans un volume et non plus seulement sur une ligne. Et c'est bien comme ça que fonctionne la suite de l'article. D'abord la version quantique à une dimension, puis la généralisation aux 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire au volume, et puis enfin la question des oscillateurs anharmoniques, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde vraiment réel, quand on est obligé de faire des calculs vraiment précis, avec beaucoup moins d'approximations.
En ce qui nous concerne, nous allons surtout nous concentrer sur cette animation, qui nous permettra de comprendre dans leurs principes ce que les équations mathématiques décrivent d'une manière plus formelle et plus précise. La voici en mouvement. Les figures A et B représentent deux cas d'oscillateurs harmoniques classiques. Il s'agit d'une bille attachée à un ressort. D'habitude, on le présente verticalement, ici c'est horizontalement. Il faut imaginer que la bille glisse sans frottement à la surface d'un plan. C'est pas tout à fait habituel, mais c'est la même physique. Les figures C, D, E et F représentent des ondes stationnaires. On va en parler dans un instant. Les figures G et H représentent des combinaisons de ces ondes stationnaires, ce qui va nous mener au véritable cœur du sujet, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure dans la première partie de cette vidéo. Alors voici la première étape de notre réflexion, on va prendre le temps de la détailler. Si vous vous souvenez de cette vidéo précédente, nous sommes dans le même genre de situation. À gauche et à droite, nous avons les parois d'une boîte, dans laquelle nous allons enfermer une particule quantique. Cette particule, pour le moment, sera supposée ne se déplacer que le long de la ligne jaune horizontale. Ou plutôt, pour le moment, on ne s'intéressera qu'à ces déplacements selon cet axe. Nous sommes donc dans le cas d'un oscillateur à une seule dimension. Ces flèches ici représentent les amplitudes de probabilité de trouver la particule dans une zone donnée. L'amplitude de probabilité de trouver la particule dans la paroi est nulle. En fait, c'est une approximation. Vous le savez peut-être si vous avez déjà entendu parler de l'effet tunnel. Mais bon, c'est une bonne approximation pour ce qui nous concerne pour le moment. L'amplitude de probabilité de trouver la particule dans cette zone est plus importante. Et l'amplitude de probabilité de la trouver dans cette zone est encore plus importante. On a déjà vu ce genre de choses de nombreuses fois. Alors, pourquoi l'onde qui résume tout ça a-t-elle cette forme sinusoïdale ? C'est quelque chose de très général dans le monde des ondes, et nous avons vu que les particules quantiques se comportent largement comme des ondes. On appelle cette forme, cette répartition d'amplitude de probabilité, dans le cas présent, le mode fondamental. On trouve la même chose quand on fait vibrer ou tourner une corde. Et on parle dans ce cas d'onde stationnaire. Alors, pourquoi stationnaire, me direz-vous, alors que tout le monde voit bien qu'elle tourne ? Eh bien, ici, stationnaire signifie qu'elle tourne, mais que la forme générale ne change pas. Le maximum, par exemple, reste toujours au milieu de la boîte. Reprenons maintenant ce que nous savons des amplitudes de probabilité, qui sont représentées par les flèches. Nous savons que ces amplitudes de probabilité sont des nombres complexes. Ce qui est représenté sur l'axe vertical ici, c'est leur partie réelle. Si on enlève les flèches pour y voir un peu plus clair et qu'on regarde la fonction d'onde par-dessus, on ne verra bientôt plus que la partie imaginaire des amplitudes de probabilité. Et on verra les deux parties, réelles et imaginaires, si on regarde le schéma en biais. Ceci correspond à l'animation C sur ce schéma. La partie réelle de l'onde de probabilité, ce qu'on voit de face, est représentée en bleu. Et la partie imaginaire, en rouge, c'est ce qu'on voyait sur notre modèle, par-dessus. Mais si nous avons joué à la corde à sauter dans notre jeunesse, nous savons qu'il peut exister un autre mode d'onde stationnaire. Il demande plus d'énergie et il tourne 2 fois plus vite. Eh bien, c'est exactement pareil pour les amplitudes de probabilité dans notre boîte. Dans cet autre état qui est représenté ici, il y a maintenant 2 zones où on a le plus de probabilité de trouver la particule, alors que la probabilité de la trouver exactement au milieu de la boîte est nulle. Et c'est aussi ce que représente la partie D de cette animation de Wikipédia. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres modes, encore plus énergétiques, avec plus
de ventre, de zones de maximum, et plus de nœuds, c'est-à-dire de zones de probabilité nulle, et donc au total plus de zones séparées, comme ici en E et en F. Mais pour la suite de notre étude, on ne prendra en considération que les deux premiers, qui sont aussi d'ailleurs les deux plus probables, et ça va simplifier notre travail. Nous savons que c'est un des grands principes de la mécanique quantique, que si le système peut avoir deux états différents, alors ces deux états se superposent aussi longtemps qu'ils n'interagissent pas avec nos appareils de mesure ou le reste de notre univers. Voyons maintenant quelles vont être les conséquences de cette superposition quantique. Au début, à gauche de la boîte, les amplitudes de probabilité vont s'ajouter de manière constructive. Au milieu, comme l'amplitude bleue est nulle, ça ne change rien. Et dans la partie droite de la boîte, les amplitudes vont se combiner de manière destructive, car elles ont des phases opposées. On aura donc au final moins de chances de trouver la particule dans cette partie de la boîte. Laissons évoluer un peu notre système pour voir comment il se comporte. Lorsque l'onde fondamentale en rouge a fait un demi-tour, celle dont la fréquence est double en bleu a fait un tour complet. On se retrouve donc dans la situation inverse de celle du départ. La probabilité de présence dans la partie droite de la boîte est maintenant plus importante que dans la partie gauche. Et dans les positions intermédiaires, le résultat est bien sûr intermédiaire. Ici, par exemple, on voit comment calculer l'amplitude de probabilité finale à gauche. Au milieu, où c'est plus simple, puisque l'amplitude bleue y est nulle, et qu'il n'y a donc rien à ajouter à l'amplitude fondamentale en rouge. Et à droite pour finir, où il faut de nouveau ajouter l'amplitude rouge et l'amplitude bleue pour obtenir l'amplitude de probabilité totale. Nous comprenons maintenant comment sont calculées les fonctions d'onde G et H de ce graphique. Bien sûr, les calculs complets peuvent être terriblement compliqués, mais nous comprenons le principe de base. En s'ajoutant, les ondes stationnaires, parce qu'elles ont des fréquences différentes, forment des ondes qui ne le sont plus stationnaires. Si on regarde la fonction d'onde H notamment, la probabilité de présence de la particule se déplace alternativement de droite à gauche, exactement comme si la particule était localisée quelque part et qu'elle se déplace dans la boîte. Voici un exemple assez remarquable de la manière dont un grand nombre d'états quantiques, en se combinant, finissent par ressembler aux états classiques auxquels nous sommes habitués à notre échelle. Alors on ne va pas se quitter tout de suite car il reste encore quelques petites choses importantes qui nous sont accessibles, maintenant que nous comprenons comment les fonctions d'onde des états de base peuvent se combiner. Il y a aussi quelques objections qui vous sont peut-être venues à l'esprit dans les paragraphes précédents et dont on va parler maintenant. La première chose que nous allons faire, c'est de revenir sur les cas un peu plus compliqués. Tout d'abord, notre oscillateur harmonique quantique n'avait qu'une seule dimension. Dans une boîte réelle, il faudrait faire les calculs non pas sur une seule ligne, mais dans tout le volume de la boîte. Dans ce cas, mathématiquement, les calculs ne sont pas tellement plus compliqués quand on les fait dans tout le volume. Sur le plan des formules, les mathématiciens ont les symboles qui vont bien pour dire qu'il faut faire le même genre de calcul sur tout le volume. Et pour ce qui est de faire les calculs numériques, de toute manière, il est quasiment impossible de les faire à la main. Donc en gros, on fait tourner les ordinateurs plus longtemps pour obtenir les résultats. Et ça donne des choses, comme celle-ci, que nous avons déjà entreaperçues. À ce propos, je voudrais revenir très rapidement sur ce dessin, car il a peut-être pu soulever des questions très intéressantes que je ne voudrais pas laisser de côté, même si on ne va pas vraiment avoir la possibilité d'y répondre ici. Tout d'abord, il y a écrit en légende tout en haut que c'est un eigenstate, autrement dit en français un état propre. Et donc un état dont l'énergie est bien définie, et ce n'est pas une superposition comme nous l'avons vu tout à l'heure. D'où vient alors sa forme curieuse,
dont on pourrait penser qu'elle provient d'interférences quantiques? Eh bien, la réponse nous emmènerait trop loin, mais en 2 mots, c'est surtout le signe qu'il nous reste encore beaucoup de travail, notamment mathématique, si on veut vraiment tout comprendre. En particulier, il arrive assez souvent qu'on ait plusieurs états différents qui ont pourtant tous la même énergie. On appelle ça des états dégénérés. Et du coup, on se retrouve avec des interférences entre ces états différents, alors même qu'ils ont tous la même énergie. C'est une situation un peu similaire à ce que nous venons de voir, mais elle est seulement similaire, c'est pas tout à fait la même chose. Une autre question que vient poser cette image, ou que peut poser cette image, c'est qu'elle n'a pas une symétrie sphérique. Elle semble montrer une direction privilégiée, vers le haut ici. Alors est-ce qu'il y a des directions privilégiées pour les atomes? Ça peut arriver parfois, en particulier s'ils sont placés dans un champ magnétique. Mais dans le cas contraire, eh bien sinon, non. Mais il faut prendre en compte que ce qui est représenté là, ça ne vient pas tout seul. Ça ne prend en compte qu'une seule direction privilégiée de l'espace. Ici, ce serait l'axe vertical. Mais pour étudier la situation dans son ensemble, il faut aussi prendre en compte, dans les calculs, les 2 autres axes. Si on prend en compte tout ceci, on voit bien à quel point les dessins de ce genre représentent en fait des modèles mathématiques complexes, utiles pour le calcul, mais ce ne sont pas directement des réalités physiques. Comme toujours en physique quantique, la réalité ne nous est pas directement accessible. Une autre chose importante qu'il convient peut-être de rappeler, c'est que pour passer des amplitudes de probabilité, qui sont des nombres complexes, aux probabilités elles-mêmes, il faut, nous le savons, les élever au carré. Ou plus exactement, comme ce sont des nombres complexes, il faut les multiplier par leur conjugué. On a déjà vu ça précédemment. Et en ce qui concerne les fonctions d'onde, ça va avoir un effet sur leur forme. Notre fonction d'onde fondamentale, par exemple, ici en rouge, et dont la phase va changer au fil du temps, va donner cette distribution de probabilité, ici en blanc, qui est une fonction de nombres réels, qui ne changeront pas au fil du temps. C'est donc bien une onde stationnaire en ce qui concerne les probabilités finales. Sa forme en chapeau de gendarme est un peu différente de celle de la fonction rouge, mais la forme globale reste à peu près la même, en ce sens que les creux et les bosses restent aux mêmes endroits. Et bien sûr, il n'y a plus de phase, la phase ne bouge plus, puisque ce sont des probabilités, donc uniquement des nombres réels, il n'y a que la partie réelle. Je vous laisse vérifier avec une calculette graphique si vous le souhaitez, c'est un exercice facile et amusant. La fonction en blanc est le carré de celle en rouge, et elle est toujours réelle et positive. Une dernière chose importante vous est sans doute venue à l'esprit au fil des paragraphes suivants. On a dit que la particule pouvait se trouver dans plusieurs états à la fois, chaque état ayant des distributions de probabilités et des énergies différentes. Mais comment une particule pourrait avoir plusieurs énergies différentes en même temps? Est-ce que ça ne violerait pas le principe de la conservation d'énergie? Alors, une réponse complète à cette question nous emmènerait elle aussi un peu trop loin du sujet de cette vidéo. Mais on va dire en 2 mots que la réponse est non. La conservation de l'énergie n'est pas violée dans les limites du principe d'indétermination d'Heisenberg. Dans cette limite, il est possible d'observer des créations ou des annihilations de quantum d'énergie. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de quantités d'énergie extrêmement faibles à notre échelle, puisqu'elles sont de l'ordre de la constante de Planck. Mais il est indispensable d'en tenir compte à l'échelle atomique. Il existe d'ailleurs des opérateurs mathématiques qui permettent de calculer tout ça. Vous les voyez ici, et vous en trouverez aussi, si vous regardez attentivement, dans l'article Wikipédia sur l'oscillateur harmonique quantique. Ça devient vraiment très technique, mais bon, maintenant, si vous voyez un de ces petits symboles bizarres dans une équation, vous savez au moins dans les grandes lignes à quoi ça correspond. La question de l'énergie du point zéro
est elle aussi liée au principe d'indétermination, sans lequel toute la physique quantique s'effondrerait. Nous avons vu qu'il y a un mode fondamental pour la fonction d'onde de notre particule dans sa boîte, et que ce mode fondamental a une certaine énergie. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une énergie nulle, donc être parfaitement au repos? Eh bien, la réponse est là encore liée au principe d'indétermination et elle est négative. Une énergie nulle, ça signifierait que la particule serait parfaitement au repos, et donc qu'elle garderait une position bien précise avec une vitesse nulle. Le principe d'indétermination nous dit qu'un tel état n'est pas possible en mécanique quantique. Il y a donc toujours une énergie minimale qui est de l'ordre de la constante de Planck, et on ne peut pas faire moins. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, cet article de Wikipédia me semble très accessible. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour aller encore plus loin, je vous invite à consulter les liens dans la description. Mais bon, je dois vous prévenir, ça devient vite un peu raide sur le plan mathématique pour des amateurs comme nous. Ça nécessitera sans doute de reprendre quelques cours de maths au-delà du niveau bac, mais après tout, c'est faisable et ça en vaut la peine. La dernière vidéo que je prévois de faire dans toute cette série sur la mécanique quantique en amateur sera consacrée au fameux chat de Schrödinger. Je ne pouvais pas passer ça sous silence, mais je vais vous demander d'être un peu patient. C'est prévu, je vais la faire cette vidéo, mais je ne sais pas encore quand je pourrai le faire. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous dire à bientôt, je vous dis plutôt à la prochaine. Et bien sûr, comme le dit souvent le professeur Han Cheng, qui exerce dans un tout autre domaine, si le Bouddha nous prête vie jusque-là. Alors, bye bye.